Bonjour et bienvenue sur les conférences Raphaël. Donc, je m'appelle Mélanie Chérin, je suis interne des hôpitaux de Paris. Ensemble, on va faire une conférence de D4 de cette merveilleuse spécialité qu'est la gériatrie, qui se prête très très bien à des dossiers transversaux. Nos petits vieux de 80 ans ont en moyenne 4 pathologies, donc il y a moyen de faire tout plein de dossiers. Là, on va en faire 4, type internat national classant. Voilà, on y va. Donc, premier dossier. Monsieur A, 85 ans, vit au domicile sans aide avec sa femme, autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Sa femme vous appelle pour une consultation en urgence au domicile car son mari a un comportement étrange depuis 2 jours et est très agité depuis ce matin. Elle a de plus remarqué que depuis quelques jours, son mari avait les pieds qui enflaient. À votre arrivée, il est manifestement confus. Quelles sont les étiologies de la confusion du sujet âgé? Sur 10 points. Question 2. Votre examen clinique retrouve des œdèmes des membres inférieurs prenant le godet jusqu'à mi-mollet, une turgescence jugulaire, des crépitants aux bases sans dyspnée et des bruits du cœur rapides et irréguliers. Tension 13,8, pouls 130 par minute, saturation 95% en air ambiant. Alors l'ECG, que vous allez devoir interpréter. Quel est votre diagnostic final? Tout ça sur 15 points. Sachant que votre patient est diabétique et hypertendu, quelle est votre prise en charge thérapeutique à court, moyen et long terme sur 25 points? Après, question 4. Durant votre suivi, vous effectuez un bilan thyroïdien car votre patient, revenu en rythme sinusal et sous cordarone au long cours. Vous retrouvez une TSH diminuée avec une T4 augmentée. Quel est votre diagnostic? Quels sont les mécanismes expliquant cette anomalie sur 5 points? Quelle est votre conduite à tenir diagnostique et thérapeutique sur 10 points? Plusieurs années après, votre patient passé en ACFA chronique est amené aux urgences par les pompiers pour chute sur la voie publique. À votre examen, il est désorienté, ne se rappelle plus de sa chute et présente un volumineux hématome frontal et plusieurs excoriations cutanées sur le visage et les mains. Quelle est votre prise en charge aux urgences sur 10 points? Quelles sont les étiologies de chute à rechercher chez ce patient sur 10 points? Après entretien avec sa famille, vous découvrez qu'il présente des troubles mnésiques depuis plusieurs mois n'ayant pas encore été pris en charge. Après bilan, un diagnostic de démence type Alzheimer modéré est posé. Discutez la poursuite du traitement anticoagulant sur 10 points. Donc c'est un dossier qui est très long. Le rédiger en 45 minutes, ça me paraît bien. Correction. Donc, question numéro 1, quelles sont les étiologies de la confusion du sujet âgé? Donc, c'est une question qu'on a vue en D3, mais qui fait toujours bon de répéter. Donc, on a tout ce qui est accident vasculaire cérébral, toutes les cardiopathies aiguës. Donc là, dans le dossier, c'était ce qui se passait. Il était confus sur une ACFA, une décompensation cardiaque. Tout ce qui est iatrogène. Il y a plein de médicaments qui peuvent donner des confusions. La fièvre, quelle que soit son étiologie, rien que le fait d'être fébrile, ça peut rendre confus chez le sujet âgé. Alors, si vous avez oublié le globe et le fécalome, vous pouvez vous auto-flageller. La douleur, tous les troubles métaboliques, l'épilepsie, l'immobilité, tout ce qui est traumatisme et post-chirurgical et les traumas crâniens récents. Alors, votre examen clinique retrouve des œdèmes des membres inférieurs, prenant le godet jusqu'à mi-mollet, une turgescence jugulaire. Donc là, je vous mets dans l'énoncé des signes d'insuffisance cardiaque droite, des crépitants aux bases, insuffisance cardiaque gauche, sans dyspnée et des bruits du cœur rapides et irréguliers. Interprétez l'ECG. Quel est votre diagnostic? Donc, interprétez l'ECG qui est là. Le rythme est rapide, avec un pouls à 120 par minute. Il est non sinusal et non régulier. Les QRS sont fins. L'axe est normal. Il y a des ondes T négatives en V3, V4, V5, V6. En conclusion, c'est une arythmie chronique par fibrillation auriculaire. On va y revenir. Donc, très clairement, il n'est pas régulier. Les QRS ne sont pas du tout espacés de manière régulière. Il n'est pas sinusal. On ne voit pas les ondes P avant les QRS. Les QRS sont fins. Alors, les ondes T négatives, vous êtes assez peu à les voir, mais elles sont présentes.
là, 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 là. En V3, V4, V5, V6, c'est quand même assez évident. En D1, en VL aussi. Et après, en VF, bon, ça peut être litigieux, quoique là, c'est clair. En D2, c'est aussi assez clair. Et en D3, ça reste limite. Alors, le diagnostic global, c'est donc une confusion. C'est partie du diagnostic. Sur une décompensation cardiaque globale, on a bien vu dans l'énoncé qu'il y avait des signes à la fois droits et des signes à la fois gauche. Donc c'est global, c'est important dans le diagnostic. Sur une ACFA rapide, aiguë. Alors ce monsieur, on pense qu'il est passé en ACFA pour une raison qu'on retrouvera sans doute pas, on fera le bilan. Là-dessus, il a fait une décompensation cardiaque, et la décompensation cardiaque l'a rendu confus. Alors, sachant que votre patient est diabétique et hypertendu, quelle est votre prise en charge thérapeutique à court, moyen et long terme? C'est la grosse question du sujet. Donc, on fait dans le classique. À court terme, donc je l'hospitalise en urgence, ça on est tous d'accord. Je lui mets une perf, de l'oxygène adapté à la saturation, et il faut monitorer sa saturation, son pouls, sa tension artérielle, sa durée, ça va être important parce que vous allez le mettre sous diurétique, et son poids, ça va aussi être important pour estimer l'efficacité du traitement par diurétique. Alors, la prise en charge de l'ACFA du sujet âgé récente. L'urgence, avant tout l'urgence, c'est de la ralentir. Et dans ce contexte d'insuffisance cardiaque, les bêta-bloquants, vous oubliez, c'est uniquement les digitaliques. La réduction, c'est pas du tout une urgence. Ce qui donne la décompensation cardiaque dans l'ACFA, c'est juste le fait d'être tachycarde. C'est pas le fait d'être irrégulier. Donc si on arrive à rendre un rythme correct à notre patient, même s'il est irrégulier, il sera moins en décompensation cardiaque. La réduction, c'est vraiment dans un deuxième temps, quand on aura commencé l'anticoagulation efficace. C'est pas l'urgence. Vous me direz, et si je lui fais une ETO, que je vérifie qu'il n'y a pas de thrombus, et que je lui fais la réduction en urgence, il n'y a pas de thrombus. Je vous dirais, oui, dans la pratique, c'est très bien. Dans la vraie vie, vous n'aurez jamais de TO pour un sujet âgé qui est passé en ACFA. Vous aurez déjà du mal à les avoir pour les endocardites. Donc pour l'ACFA, vous pouvez oublier. Donc vous faites vraiment juste le ralentir. L'anticoagulation efficace, vous commencez en urgence, par héparine, donc c'est fonction de la clairance de la créatinine. Je vous rappelle que inférieur à 30 de clairance, vous devez utiliser l'héparine non fractionnée, et supérieur à 30, vous pouvez utiliser les HBPM. Le relais précoce par AVK. Après le traitement symptomatique de la décompensation cardiaque, c'est les diurétiques de lance par voie intraveineuse, et on n'oublie pas les apports de potassium. Donc on va rechercher des facteurs déclenchants et des facteurs de mauvaise tolérance. En premier, la TSH. L'hyperthyroïdie, ça fait passer en ACFA. La TSH, ça fera aussi partie de votre bilan pré-thérapeutique. Vous faites une radio de thorax, une échographie cardiaque, des enzymes cardiaques. Ne les oubliez pas, surtout notre patient, il a des ondes T négatives. NFS, VSCRP à la recherche d'une infection. Et le ionogramme, l'hypokaliémie, ça peut faire passer en ACFA. Après le bilan pré-thérapeutique, donc la TSH, on a dit, iono-urécréate avant le Lasix, TPTCA avant l'anticoagulation et les glycémies capillaires. Alors, toujours à court terme, on va le surveiller. On va lutter contre les décompensations de TAR, en particulier le diabète. Alors, à l'internat, je pense que vous pouvez le mettre sous insuline.
Dans la vraie vie, c'est plutôt les patients qui sont infectés, qu'on passe sous insulinothérapie, pas tellement dans la décompensation cardiaque. Mais je pense qu'à l'internat, il faut quand même le mettre, l'insulinothérapie. Donc, la prévention des complications de décubitus, extrêmement important. Votre monsieur, il est confus, donc il va falloir essayer de le garder au calme, surtout éviter les psychotropes, parce qu'en plus, votre confusion, elle va régresser quand vous aurez fait régresser l'insuffisance cardiaque. Et vraiment la contention, toujours en dernière intention, c'est chez le sujet âgé. Bon, il risque, faut pas se leurrer, d'arracher sa perf s'il est confus. Donc, vraiment, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez mettre une contention. Alors, à moyen terme, on a dit que vous commenciez un traitement par antivitamine K, vous allez donc l'équilibrer, ce qui peut prendre un peu de temps. Et quand vous commencez à parler d'un traitement par AVK dans un dossier, vous devez à tout prix mettre derrière le mot-clé éducation. Il faut vraiment éduquer vos patients sur les situations à risque de saignement, la surveillance du traitement et l'observance. Donc, à moyen terme, c'est seulement là que vous pouvez commencer à discuter de la réduction de la fibrillation auriculaire. Si ça s'est pas fait de manière spontanée, parce qu'en ralentissant l'ACFA, parfois elles se réduisent toutes seules. Donc la réduction de l'AFA chez le sujet âgé, on a classiquement deux façons de réduire les fibrillations auriculaires. Il y a le choc et la cordarone. Chez le sujet âgé, le choc, on n'aime que très très moyennement. Donc c'est vraiment la cordarone, dose de charge, une fois que vous aurez eu 3 semaines d'anticoagulation efficace. Après, votre petit monsieur, vous l'avez sous la main, c'est un sujet âgé, vous allez en profiter pour faire un bilan de son hypertension et de son diabète. Comme d'habitude, il faut faire un MMS à la recherche de troubles cognitifs. Et vous allez faire un bilan social et fonctionnel. Vous allez repérer les aides qui sont présentes à domicile, celles qu'il va falloir instaurer en fonction de la nouvelle situation. Et le bilan fonctionnel, c'est essentiellement son autonomie et son risque de chute, surtout sous AVK. À long terme, si ma fibrillation auriculaire est réduite, l'essentiel, c'est la prévention des récidives. Donc c'est introduire un traitement anti-arythmique au long cours. Et chez le sujet âgé, c'est la cordarone. Tout ce qui est flécaïne et rythmol, on n'aime pas du tout chez le sujet âgé parce que c'est contre-indiqué en cas d'insuffisance coronarienne, d'insuffisance cardiaque, de troubles de la conduction. Quand même des situations qui sont très fréquentes chez le sujet âgé. Donc deux principes, après 80-85 ans, on arrête tout ce qui est flécaïne et rythmol et on passe à la cordarone. Après, si votre fibrillation auriculaire est restée chronique, l'essentiel, c'est de ralentir le rythme cardiaque de votre patient pour éviter une nouvelle décompensation cardiaque. Donc en situation stable, vous avez le choix entre les digitaliques ou les bêta-bloquants. Alors, ce monsieur, il va avoir droit à des AVK au long cours. Il y a des critères pour décider si on doit mettre aux anticoagulations au long cours ou pas. Les critères de Schatz, donc c'est un acronyme. Le C, c'est pour cardiopathie. Le H, c'est pour HTA. Le A, c'est pour âge. Le D, c'est pour diabète. Et le S, c'est pour stroke. Donc pour antécédent d'AVC. Si vous avez plus de ces deux critères, c'est une indication à l'anticoagulation efficace au long cours. Ce monsieur, il en a 3. Il a l'âge, l'HTA, le diabète. C'est une indication aux AVK au long cours. Voilà, question 4. Durant votre suivi, vous effectuez un bilan thyroïdien car votre patient est revenu en rythme sinusal et sous cordarone au long cours. Donc rythme sinusal, cordarone, ça va bien ensemble. Je vous rappelle que la cordarone, c'est uniquement en cas de rythme sinusal. La cordarone sur une ACFA chronique, ça ne sert à rien. Vous retrouvez une TSH diminuée avec une T4 augmentée. Quel est votre diagnostic? Quels sont les mécanismes expliquant cette anomalie?
C'est donc une hyperthyroïdie périphérique sous cordarone. Le sous-cordarone, ça fait partie du diagnostic parce que c'est vraiment dans une situation particulière. À ça, il y a deux mécanismes. Soit c'est la décompensation d'une dysthyroïdie sous-jacente qui ne faisait pas parler d'elle, mais avec l'apport d'iode de la cordarone, l'hyperthyroïdie devient symptomatique cliniquement et biologiquement. Soit c'est un effet toxique direct de l'iode sur la thyroïde. L'iode va lyser les cellules thyroïdiennes qui vont relarguer leurs hormones thyroïdiennes et donner une hyperthyroïdie, c'est l'équivalent d'une thyroïdite. Alors, quelle est votre conduite à tenir diagnostique et thérapeutique? C'est une question difficile qu'on ne voit pas souvent. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que hyperthyroïdie sous cordarone, c'est une contre-indication définitive à la cordarone. Il faut arrêter votre cordarone et vous ne pourrez plus jamais la reprendre. Donc, vous avez une hyperthyroïdie, il va falloir faire le bilan des complications de l'hyperthyroïdie. La principale complication de l'hyperthyroïdie, c'est la complication cardiaque et un nouveau passage en ACFA. Il faut donc refaire un ECG à votre patient pour s'assurer qu'il n'est pas repassé en ACFA sur son hyperthyroïdie. Après, on a dit qu'il y avait deux mécanismes. Soit c'est un effet toxique direct de l'iode, soit c'est une dysthyroïdie sous-jacente qui fait parler d'elle. Donc il faut faire le bilan de cette possible dysthyroïdie sous-jacente. Donc, ce qui donne des hyperthyroïdies chez le sujet âgé, c'est tout ce qui est auto-immun, la maladie de base d'eau, et tout ce qui est nodules et goitres multitéronodulaires. Donc, vous allez faire le bilan immunologique, les anticorps anti-TSH récepteurs, les anticorps anti-thyréoperoxydase et les anticorps anti-thyroglobuline. Après, à la recherche du goitre ou du nodule, vous faites l'échographie et la scintigraphie thyroïdienne. Alors, si votre monsieur, il est de nouveau repassé en fibrillation auriculaire à l'arrêt de la cordarone, vous allez devoir introduire un ralentisseur du rythme, parce qu'on a vu qu'on était coincé sur le plan antiarythmique quand on n'avait pas la cordarone. Donc ça va être les bêta-bloquants ou les digitaliques. Si l'hyperthyroïdie persiste à l'arrêt du traitement par la cordarone, il va falloir donc la traiter, que ce soit par antithyroïdien de synthèse ou par traitement radical qui sont la chirurgie ou l'iode radioactif. Chez le sujet âgé, on préfère l'iode radioactif. L'iode radioactif chez le sujet âgé, il faut connaître la contre-indication de l'incontinence urinaire. Surtout en hospitalisation, parce que quand vous faites de l'iode radioactif à un de vos patients dément incontinent et qu'il n'a pas compris qu'il devait rester dans sa chambre et garder ses urines et qu'il balance ses couches pleines d'urine radioactive dans le couloir, ça fait quand même assez mauvais genre. Donc ça fait partie des contre-indications. Et toujours, ce monsieur, il reste sous AVK au long cours, comme on l'a vu la question précédente, il a l'indication. Alors, question 6. Plusieurs années après, votre patient, passé en ACFA chronique, est amené aux urgences par les pompiers pour chute sur la voie publique. À votre examen, il est désorienté, ne se rappelle plus de sa chute et présente un hématome frontal et plusieurs excoriations cutanées sur le visage et les mains. Quelle est votre prise en charge aux urgences? Donc, on commence par le bilan de la confusion. Ça passe par un examen neurologique à la recherche de signes de localisation. Dans le contexte, chute plus trauma crânien, plus AVK, plus confusion, ce que vous recherchez, c'est un hématome intracérébral. Après, biologiquement, vous pouvez faire un ion au sang, une calcémie, une glycémie. Si vous l'avez oublié, vous pourriez vous mettre 0 à la question. Extrêmement important, la glycémie. Il est confus, il est diabétique. Il doit avoir sa glycémie aux urgences. Après, l'INR à la recherche d'un surdosage en AVK. Et imagerie, vous ne pouvez pas vous passer d'un scanner cérébral sans injection en urgence à la recherche d'un hématome intracérébral. Après, on va prendre en charge ces plaies, donc ces désinfections, et surtout, ne pas oublier l'Asadvat. Chez les sujets âgés, la vaccination antitétanique, ça a été fait pour les hommes
au service militaire et pour les femmes dans l'enfance. Donc la plupart du temps, ça remonte à une bonne 50aine d'années. Vous pouvez faire la SADVAT systématiquement à tous vos sujets âgés qui ont des plaies cutanées. Le bilan de chute aux urgences. Donc s'il était capable de répondre à vos questions, ça passerait par un interrogatoire, mais là manifestement il se rappelle plus de ce qui s'est passé. Il faudrait rechercher donc une cause mécanique, un obstacle. Il faudrait rechercher un malaise, une douleur thoracique, une dyspnée, une perte de connaissance. Sinon, le CG, c'est systématique. Vous faites un examen cardiovasculaire et surtout un examen orthopédique à la recherche d'une fracture suite à sa chute. Alors, question 7, quelles sont les étiologies de chute à rechercher chez ce patient? Avant tout, iatrogène. Donc, ça va être l'hypotension orthostatique. Il a plusieurs raisons d'avoir une hypotension orthostatique. Il a un traitement antihypertenseur. Et puis, il est diabétique. Donc, le diabète, ça donne des dysautonomies et ça donne des hypotensions orthostatiques. Après, c'est un monsieur qui est diabétique, donc il a tout à fait le droit de faire des hypoglycémies à répétition sur un traitement diabétique mal équilibré. Après, il y a toutes les causes environnementales qu'on a déjà vues, le tapis, les chaussures, le tapis roulant, la petite marche foireuse. Après, il y a tout ce qui est troubles du rythme et de la conduction. Ce monsieur, il a une ACFA chronique. Une des complications de l'ACFA chronique, c'est ce qu'on appelle la maladie de l'oreillette. Donc c'est une pathologie au niveau du nœud auriculo-ventriculaire et c'est une alternance de passage en ACFA et de passage en bloc auriculo-ventriculaire. Donc ça peut donner des bradycardies qui peuvent être mal tolérées chez le sujet âgé et donner des syncopes. Alors sinon les autres étiologies de chute, il y a tout ce qui est rhumatologique ou neurologique qui ont un retentissement sur l'autonomie. Tout ce qui est sensoriel, les baisses de l'acuité visuelle, et les étiologies psychiatriques, le syndrome post-chute, qu'on verra plus tard dans un dossier, c'est une anxiété à la marche après une chute, ça peut vous faire chuter. Alors, question 8. Après entretien avec sa famille, vous découvrez qu'il présente des troubles mnésiques depuis plusieurs mois, n'ayant pas encore été pris en charge. Après bilan, un diagnostic de démence type Alzheimer modéré et posé, discutez la poursuite du traitement anticoagulant. Je pense que c'est le genre de questions qu'on va aimer de plus en plus vous poser, le discuter d'eux. En plus, ce genre de problématique chez le sujet âgé, c'est très fréquent, AVK et risque de chute. 8% de la population âgée est en fibrillation auriculaire chronique, donc ça fait potentiellement 8% de vos petits vieux qui pourraient être sous AVK. Rajoutez à ça tous ceux qui font une thrombophlébite et une embolie pulmonaire, ça fait quand même une certaine tranche de votre population âgée. Donc on va voir comment on y réfléchit. Quand on vous parle de discuter d'eux, il faut que cette notion de bénéfice-risque apparaisse. Je pense que c'est le mot-clé le plus important de la question. Après, les pour traitement anticoagulant. Le monsieur, il est en ACFA chronique. Donc vous savez tous que l'ACFA, c'est un risque emboligène majeur. Les moins, ce qui pourrait aller contre le traitement par AVK, c'est le risque de chute. Donc il faut évaluer le risque de chute, retrouver une étiologie et essayer de mettre en place un traitement étiologique de ces chutes. Si le risque reste majeur malgré votre prise en charge, vous allez pouvoir être amené à discuter l'arrêt des AVK et faire un relais uniquement par anti-agrégant. C'est moins satisfaisant, mais c'est quand même moins à risque hémorragique. Il faut évaluer, deuxièmement, la prise de médicaments. Ce monsieur, il commence à être dément. Il faut donc s'assurer qu'il va bien prendre ses AVK et pas avoir de sur- ou de sous-dosage et qu'il va bien être capable de faire la surveillance par INR régulièrement.
Ça, finalement, ça peut se régler facilement par une infirmière au domicile pour les prises de sang et pour lui donner ce médicament, ou éventuellement on peut faire confiance à l'épouse. De toute façon, c'est, quoi que vous décidiez, une situation qui se réévalue très régulièrement en fonction de l'évolution. Voilà, alors les messages du dossier. La fibrillation auriculaire, souvent vous ne savez pas quoi en faire. Vraiment, je répète que la réduction en urgence, en aigu, il ne faut pas la faire si votre FA dure depuis plus de 48 heures, vous avez un risque embolique beaucoup trop important, et que la réduction, c'est pas du tout l'urgence. L'urgence, c'est de ralentir le rythme. Et en situation aiguë, c'est vraiment les digitaliques. Après, les erreurs qui sont souvent faites dans ce dossier, dans la question 3, quand on a une décompensation cardiaque et un passage en ACFA, c'est donc pas de bêta-bloquants qui sont contre-indiqués en décompensation cardiaque aiguë, pas non plus de sérum Phi, ça je le vois souvent dans les décompensations cardiaques. Après, il faut connaître les critères de Schatz qu'on a vu tout à l'heure pour l'indication aux AVK au long cours. Le traitement antiarythmique du sujet âgé, c'est vraiment essentiellement la cordarone. Et quand vous donnez des AVK, il faut éduquer vos patients. Après les plaies, dès que vous voyez plaie dans un dossier, vous devez caser SADVAT quelque part. Quand vous avez un patient sous AVK et qu'on vous demande une prise en charge, il faut absolument demander un INR. Un patient diabétique, absolument demander une glycémie. Et de toute façon, n'importe quel sujet d'urgence, je pense qu'il faut demander une glycémie. Après, il faut apprendre à mettre les items génériques. C'est-à-dire qu'on a vu dans la question 4 qui avait l'air difficile sur l'hyperthyroïdie et la cordarone, que finalement, les points, ils étaient sur des choses tout à fait basiques, qui étaient faire le bilan de la dysthyroïdie, traiter l'hyperthyroïdie. Je vous demandais même pas ce que vous alliez faire parce que c'est quelque chose d'un peu spécialisé, mais juste me dire que vous alliez la traiter et qu'il fallait arrêter la cordarone. Donc c'est finalement pas des choses bien compliquées à raconter qui vous donnent des points. La plupart du temps, vous vous perdez dans les mots-clés, vous allez chercher des choses très compliquées alors que ce qu'on vous demande, c'est vraiment des choses simples.